Salut à tous, c'est Florian d'IT Connect. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir l'outil SyncThing, un outil gratuit et open source que vous allez pouvoir utiliser pour faire de la synchronisation de données entre vos machines, entre vos serveurs, que ce soit des machines sous Windows, sous Linux, sous macOS, voire même des appareils sous Android. Alors on va découvrir tout ça dans cette vidéo, on verra également les fonctionnalités essentielles, donc n'hésitez pas à regarder la suite, mais avant tout, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube IT Connect. Avant d'entrer dans le vif du sujet, prenons un petit instant pour présenter le sponsor de cette vidéo, à savoir KissFan, un site du groupe Godil24 sur lequel vous pouvez retrouver des licences Microsoft à prix réduit. Vous avez notamment des licences Windows 11, soit à l'unité ou par groupe pour bénéficier d'économies encore plus importantes, et vous avez également des licences pour la suite bureautique Microsoft Office, notamment la suite Microsoft Office 2021, et en plus de ça vous avez aussi quelques logiciels tiers ainsi que des bundles qui regroupent à la fois des licences Windows et des licences Office. Et donc pour profiter de ces offres spéciales, rendez-vous dans la description de la vidéo, je vous mettrai tous les liens qui vont bien ainsi que les codes promo qui vont vous permettre de bénéficier de ces tarifs. Je tiens également à préciser que KissFan est un service qui existe depuis plusieurs années. Il y a un support accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour vous aider dans le cas où vous rencontrez une difficulté pour activer une licence. Et j'en profite également pour les remercier pour sponsoriser cette vidéo. SyncThing est une solution qui va vous permettre de synchroniser vos données entre plusieurs machines, soit de façon bidirectionnelle ou unidirectionnelle. Donc c'est-à-dire que la machine Windows qui est ici, on pourrait mettre des données dessus. Ces données vont se synchroniser avec la machine Linux qui est là, et ça pourrait même être répliqué aussi avec une troisième machine. Et ensuite, si on fait une modification ici, ce sera appliqué ici et ici. Si la modification est faite là, ce sera appliqué sur les deux autres machines. Voilà, et les trois machines auront du coup les mêmes données grâce à ce mécanisme de synchronisation. Alors bien sûr, ça peut être simplement entre deux machines, une machine Linux, une machine Windows, voire même deux machines Windows ou deux machines Linux. On peut aussi imaginer utiliser le smartphone Android, installer l'application SyncThing dessus, alors c'est une application non officielle, et ensuite, par exemple, sauvegarder les données de son smartphone directement sur un NAS ou sur un serveur équipé de SyncThing. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que sur chaque machine où vous allez installer l'application, vous allez avoir une interface web qui va être accessible directement depuis votre navigateur. Elle va référencer les partages auxquels est connectée cette instance de SyncThing, les propriétés de cet appareil, comme la version, les informations en termes de bande passante, voilà, et les autres appareils auxquels cette instance de SyncThing est elle-même connectée. Comme nous pouvons le voir dans la documentation, il y a énormément d'options pour personnaliser le client SyncThing, notamment pour faire de la synchronisation over Internet, c'est-à-dire sur des machines qui ne sont pas sur le même réseau. Donc c'est également possible via des connexions tunnels SSH. Il y a aussi la possibilité d'avoir la notion de relais, c'est-à-dire qu'un serveur SyncThing sert de relais pour atteindre un autre serveur SyncThing si tous les serveurs doivent se synchroniser sans pour autant communiquer les uns avec les autres. Voilà, il y a énormément de possibilités. Nous, aujourd'hui, on va voir les fonctionnalités de base, la synchronisation, le versionning, la gestion des conflits, la partie dynamique au niveau réseau. Voilà, on va voir quelques petites fonctions et ça va déjà permettre d'avoir un bon aperçu de la solution. Alors, il faut savoir que vous pouvez télécharger SyncThing directement depuis le site officiel qui vous renvoie, donc soit pour macOS, soit pour Windows, sur un espace GitHub. On peut voir que la dernière version actuelle, c'est la 1.29.1 au niveau du setups.exe qui est ici. Donc c'est un package exécutable qui est créé et qui permet d'installer très facilement SyncThing. Mais pour autant, ce n'est pas la dernière version. Puisque la version la plus récente, si on regarde le GitHub officiel, c'est la version 2.00 qui est actuellement en pré-release. Alors peut-être que quand la vidéo sera publiée, elle sera en version stable. Donc c'est pour ça qu'on va travailler aujourd'hui déjà sur cette vidéo-là. Donc il y a quelques changements par rapport aux versions antérieures. C'est notamment le changement au niveau de la base de données, on va passer sur du SQLite désormais. Il y a quelques changements aussi au niveau de la ligne de commande, puisque SyncThing se configure via une interface web, mais peut aussi être utilisé directement en ligne de commande, ce qui permet de l'exploiter au sein de scripts. On a aussi le default folder. Il faut savoir qu'avec SyncThing, en fait, quand on l'installait jusqu'ici, on avait toujours un default folder qui était partagé, c'est-à-dire un partage par défaut. Ça, désormais, ça ne va plus exister. On nous dit aussi que dans la version 2, on aura, du coup, 3 connexions qui vont être effectuées entre les nœuds connectés, une connexion pour la synchronisation des métadonnées et 2 connexions pour les échanges de données. Donc voilà, nous avons la liste des principaux changements qui sont mentionnés ici. Il faut savoir que pour la partie Linux, vous avez toutes les commandes d'installation qui sont précisées ici. Attention, si vous voulez la version stable, vous prenez bien cette commande-là. Si vous voulez la version
release candidate, comme là la version 2 qui est encore en phase de test, et bien vous prenez bien ce dépôt-là. N'ajoutez pas les deux, puisque sinon vous allez récupérer la version release candidate, ce qui n'est pas forcément l'idéal si vous souhaitez passer ça en production. Donc maintenant nous allons passer à la phase de démo, on va voir comment ça s'installe et comment ça se configure. On aura une machine Linux, une machine Windows, ça permettra de voir la gestion sur différents systèmes d'exploitation. Donc si vous allez sur ce GitHub, vous pouvez télécharger le setup pour Windows. Alors ici ce n'est pas encore la version 2, si vous voulez la version 2, il faut la télécharger sur le GitHub, mais du coup directement au format archive, comme c'est le cas ici. Donc ensuite, et bien du coup, il faut extraire cette archive et lancer SyncFing en ligne de commande. Puisque l'avantage en fait d'avoir l'exécutable comme ici, c'est que quand on va l'installer, donc je vais le faire, hein, et ça permet de voir aussi qu'on peut passer de cette version-là à la version 2. Donc on va faire l'installation, voilà, on a un exécutable, vraiment un assistant très classique. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que ça l'installe dans le répertoire de l'utilisateur. Il faut savoir que SyncFing va pouvoir s'installer au niveau utilisateur ou au niveau machine, en fonction des besoins. Donc là, ce sera dans le profil de l'utilisateur. On peut faire Next. Là, on a pas mal d'informations intéressantes. Alors, la mise à jour automatique, on va vérifier toutes les 12 heures. L'interface graphique sera accessible par défaut uniquement en local, donc elle ne sera pas accessible à distance via le réseau. Ça, c'est le port pour accéder à cette interface. Et la partie relais, alors par défaut, c'est sur vrai, mais on pourrait mettre faux, hein, notamment sur simplement faire de la synchronisation sur un réseau local. Ce n'est pas nécessaire. Ensuite, on fait Next, donc là, on peut lui dire de créer un raccourci sur le bureau, éventuellement pour avoir un lien direct vers la page de configuration. On fait Next, voilà, et on fait l'installation. Il me propose de créer une règle de pare-feu pour autoriser les flux de SyncFing. Il faut savoir que c'est notamment le port 22000 qui est utilisé pour les connexions entre les clients SyncFing, donc il va créer cette règle-là dans le pare-feu. Voilà, et on va pouvoir dès maintenant ouvrir la page de connexion. Alors voici la page de connexion, il me dit ici que je suis en version 1.30. Alors ce que je vais faire moi, c'est fermer cette fenêtre, je vais passer en ligne de commande. Donc là du coup je vais lancer l'exécutable de SyncFing, donc la version 2 directement depuis la ligne de commande. Là il a bien vu en fait, si on regarde ici ce qui s'est passé, c'est qu'il a vu qu'il y avait déjà une instance qui avait été installée et il me parle de migration. Il a fait lui-même la migration de la version 1.3 vers la version 2. Donc ça, il faut savoir que ça sera pris en charge. On a bien l'information comme quoi il est en écoute sur le port 22000. Et nous avons du coup ici l'accès direct sur l'interface web. Alors la première fois qu'on se connecte, on a ce fameux message que vous avez ici à l'écran qui nous dit qu'il faut définir un identifiant, un mot de passe. On va cliquer sur le bouton configuration, on va dans l'interface graphique et on va mettre un identifiant, voilà, et un mot de passe sécurisé, ce qui va permettre de protéger l'accès à cette interface. On peut même lui dire de forcer le HTTPS. Donc, on fait enregistrer. Là on va devoir du coup se reconnecter à l'interface. Voilà. Donc je mets mon identifiant, je mets mon mot de passe, je fais entrer. Voilà, comme ça j'ai déjà protégé l'accès à cette interface de SyncFing. Alors ce qu'on voit là, c'est le default folder. Donc ça, on va le supprimer, puisque de toute façon, ce dossier-là, il faut l'oublier, il n'existera plus avec la version 2, donc on va faire comme s'il n'existait déjà plus, puisque moi j'ai installé la version 1.3, donc forcément il a été créé, mais voilà, dans la version 2, vous ne l'aurez plus, vous allez arriver sur cette interface-là exactement. Donc là, on a les informations sur la machine en elle-même, on voit qu'elle a un identifiant, cette machine, on peut même aller dans Action ici, on peut faire afficher mon ID, et on a un identifiant unique qui est propre à ce client, on verra après pourquoi c'est important. Et ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est, avant même d'installer SyncFing sur une autre machine, c'est pourquoi pas déjà déclarer un partage. Donc on va faire ajouter un partage, on va nommer ce partage, par exemple IT Connect, voilà, il a un ID, et on va lui mettre un chemin. Alors le chemin, ça pourrait être, voilà, C2. IT Connect. Alors, il nous dit bien que le chemin local est créé s'il n'existe pas. Donc là, on a ensuite différentes options dans ce partage. Là, on voit qu'il est partagé avec personne, mais c'est normal puisque mon instance SyncFing n'est pas reliée à d'autres instances SyncFing. On a aussi toute la partie préservation des fichiers. Donc là, en fait, c'est notamment le versionning. En fait, c'est pas forcément très bien traduit, mais c'est le versionning. La possibilité de faire des exclusions sur certains types de fichiers. Et la partie avancée qui nous dit voilà, il va faire une écoute quand même assez fine pour détecter les changements. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nouveau fichier ou un fichier qui a été modifié, ça va se répliquer assez rapidement, mais il va quand même refaire toutes les heures une analyse complète du répertoire pour voir s'il n'a pas loupé des changements. Vous pouvez aussi faire un type de partage, alors soit en envoi et réception, donc là on est sur du bidirectionnel, ou de l'envoi, ou de la réception, voire même de la réception chiffrée, c'est-à-dire que les données vont être reçues sur un serveur, mais elles vont être chiffrées à l'aide d'une clé. Et après, on a la possibilité de synchroniser différentes informations, comme le propriétaire, les permissions, les attributs. Donc là, on va créer ce partage. En principe, dans ces sur cette machine, il a dû me créer le dossier. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre
2-3 fichiers voilà, qui sont là, et je vais aller les mettre directement dans ce dossier-là. Pour ça, j'aurai déjà un petit peu de matière, on va dire, à synchroniser directement à ce niveau-là. Donc maintenant que j'ai fait ça sur ma machine, comment je vais faire pour répliquer ça sur une autre machine, que ce soit si c'est sur Windows ou sur Linux, peu importe, ce qu'il faut déjà c'est installer SyncThing. Alors ce que vous devez commencer par faire, hein, c'est suivre ce qui est dans la documentation officielle pour ajouter le bon dépôt sur votre machine, et ensuite vous lancez la commande d'installation hein, de SyncThing. Donc là il m'installe bien la version Release Candidate 2.0 puisque j'ai ajouté le dépôt qui me permet d'accéder à cette version-là. Ensuite, eh bien, vous devez faire un sudo system control start SyncThing, et là vous mettez donc arrobase le nom de l'utilisateur, parce que là c'est installé dans le contexte de l'utilisateur, donc là c'est flow.service. Vous faites entrer, voilà, et là il a dû démarrer le service, donc on peut même faire un status après pour voir un petit peu. Voilà, et donc là du coup c'est bien running, donc parfait. Il me dit même que c'est accessible via cette adresse-là, donc je peux quitter ça, et je vais même faire ici un enable de façon à le démarrer de façon automatique. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez aussi installer SyncThing sur un serveur en ligne de commande, sauf que le problème c'est que par défaut, eh bien, vous ne pouvez accéder qu'en local à l'interface de gestion. Donc dans ce cas-là, ce que vous devez faire, c'est modifier dans le répertoire Home le nom du compte, ensuite vous avez le point local, là vous avez state, et là vous avez SyncThing, et à l'intérieur de ça vous avez un fichier, c'est config.xml. Ça c'est la configuration du client SyncThing, et là vous avez adresse. Il vous suffit ici de mettre d'enlever 127.0.0.1 qui est l'adresse de boucle locale pour mettre 4 x 0, il va écouter du coup sur toutes ces adresses IP. Vous pouvez aussi le passer ici sur le TLS égale through pour avoir du HTTPS, et ça vous permet d'accéder à la gestion de ce client SyncThing depuis une autre machine. Là je suis sur un Ubuntu qui a une interface graphique, donc je n'ai pas forcément besoin de faire ça, mais sachez que ça peut être intéressant eh bien, d'avoir à faire cette petite modif à cet endroit-là, et donc après il ne faut pas oublier hein, de redémarrer le client SyncThing, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ouvrir le navigateur, on va rafraîchir la page, on va arriver voilà, sur cette page de connexion. Il faut savoir aussi qu'il faudra probablement dans certains cas eh bien, ouvrir le port 22000 hein, sur le pare-feu de votre machine Linux, donc ça pensez-y, et potentiellement aussi le port d'accès à l'interface de gestion, donc le 83-84. Donc là, voilà, il me dit bien que j'ai autorisé l'accès à distance sur cette instance, mais qu'il n'y a pas de mot de passe. Alors attention, risque de sécurité. Donc on va tout de suite mettre un mot de passe sur le même principe que ce qu'on a fait tout à l'heure sur la machine Windows. Voilà, on va valider, on enregistre. Donc là, il me redémarre, je remets mon identifiant, mon mot de passe, et je me connecte. Donc là, je suis sur la gestion de la machine Ubuntu, donc l'instance SyncThing sur Ubuntu. Je suis bien en version 2. Alors comment faire maintenant pour le connecter au partage sur le Windows? On va repasser sur le Windows du coup. Et sur la machine Windows, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va ajouter un appareil. Et en fait, ce qu'on va constater directement ici, c'est qu'il a détecté déjà le client SyncThing qui est sur le réseau. On voit ici que j'ai un ID qui commence par ZAR. Donc si je vais sur la machine Ubuntu, que je vais dans Action ici, afficher mon ID, voilà, ça semble correspondre, même la fin ça correspond. Sinon je pourrais faire copier et venir l'ajouter ici manuellement, mais là ce n'est pas nécessaire puisque le client a déjà été détecté. Donc j'ai juste à cliquer dessus, voilà, je peux mettre un nom, donc je vais remettre le nom de la machine en elle-même, j'enregistre, voilà, et je valide. Donc là il me met connecté, déconnecté, alors en fait on va aller voir sur la machine Ubuntu, et tout simplement parce qu'on a fait une demande de connexion, mais maintenant il faut approuver la connexion côté Linux, donc on va faire ajouter l'appareil, on va potentiellement aussi changer le nom, mais là c'est pas nécessaire, on pourrait même déjà lui attribuer des partages, mais on va le faire juste après. Donc là voilà, là je viens déjà de connecter mes deux instances SyncThing, parfait. Alors par contre, ce qu'on va devoir faire pour aller un petit peu plus loin, on voit que maintenant c'est connecté, eh bien c'est aller sur le partage IT Connect ici, aller dans Gérer, Partage, et là on va venir cocher Ubuntu. Et on va venir comme ça lui donner les droits à la machine Ubuntu pour accéder à ce partage et l'intégrer eh bien, dans le système de synchronisation décentralisée. Si vous mettez un mot de passe ici, vous allez être en réception chiffrée uniquement du côté de Linux. Si vous voulez du bidirectionnel, ne mettez pas de mot de passe ici. Là, on va faire du bidirectionnel, donc on fait enregistrer. Là, il me dit tout de suite qu'il est en train de faire une synchronisation. Mais en fait, on voit que ça reste bloqué à 0%. Alors pourquoi? Parce que là encore, côté Linux, eh bien, il faut déjà aller approuver eh bien, l'ajout du partage. On nous l'a partagé, mais il faut quand même l'accepter. Donc là, on va l'ajouter et on va mettre le chemin local. Donc on peut mettre par exemple /home flow et on pourrait mettre IT Connect. Voilà, comme ça, on va recréer le même dossier dans notre répertoire personnel. On va faire enregistrer, et là il passe tout de suite en attente de synchronisation. Apparemment c'est déjà fini, il a déjà copié voilà, 31 fichiers, 17 dossiers, à peu près une quarantaine de mégas. Donc ce qu'on va faire, c'est ouvrir l'explorateur,
et on va aller du coup dans le dossier personnel. Et dans le dossier personnel, ici, j'ai bien un répertoire IT Connect qui est apparu ici. Alors ça, ce sont d'autres répertoires qui ont été créés dans le cadre de tests que j'ai fait. Et quand on va dans IT Connect, eh bien, je retrouve bien ici déjà les données que j'ai sur ma machine Windows, avec les installeurs de SyncThing pour Windows notamment. Et donc si je vais ici, j'ai bien exactement le même contenu. Donc si je supprime ce fichier-là, eh bien, et qu'on rebascule sur la machine Linux, on va voir que assez rapidement, ça va disparaître. Voilà, le fichier a déjà disparu. De la même façon, si je prends, voilà, ici j'ai un fichier itconnect.txt, je vais venir le coller ici, et bien on va voir que le fichier que je viens de déposer sur la machine Linux va apparaître très rapidement sur la machine Windows qui est là, donc on va refresh, voilà. C'est quand même assez rapide en termes de... assez efficace, on va dire, en termes de détection. Voilà, le fichier est déjà arrivé. Donc lui, il a vraiment détecté au niveau système de fichiers qu'il y avait eu un changement, un nouveau fichier, donc il me l'a poussé. Et on voit que ça marche très bien dans les deux sens. Ce qu'on pourrait faire aussi pour aller plus loin, c'est potentiellement ajouter un partage, et ce partage, faire en sorte de le faire correspondre, ici sur ces deux points utilisateurs, Florian, on pourrait très bien partager directement le dossier document, plutôt que de partager un dossier externe. Donc là, je pourrais faire document. Je pourrais mettre cette racine, je pourrais le partager directement avec Ubuntu dès la création, je peux faire enregistrer, voilà, comme ça j'ai un autre partage document qui est là. Je vais ensuite aller sur l'interface de SyncThing ici, donc là il me propose encore d'approuver, j'ajoute, et le chemin racine, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Home, Flow, et là je vais mettre Document. Là typiquement, ça pourrait me permettre de synchroniser le dossier document de mon profil Windows avec le dossier document de mon profil Linux sur deux machines différentes. Je fais enregistrer, voilà, et du coup maintenant, alors dans Document, en fait, ici, j'avais déjà un dossier démo avec le fichier TXT, donc, ce qui voudrait dire que potentiellement, maintenant, là, sur le Windows, si j'y retourne, eh bien, je vais retrouver, dans Document, ici, voilà, j'ai toujours le dossier démo qui est là, avec le fichier à l'intérieur, parce qu'il a déjà fait la synchro. Donc là, maintenant, j'ai un dossier document qui est synchronisé entre mes deux machines et qui est directement dans ma session utilisateur. Donc ça, c'est quand même aussi assez intéressant. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est la partie gestion des conflits, voir un petit peu comment ça marche. Alors ce qu'on va faire, c'est que, d'ailleurs, sur le dossier document qui est là, on va le mettre en pause. On va le mettre en pause, voilà, donc là, je ne synchronise plus. Je vais ensuite modifier ce fichier, donc je vais le modifier. Donc là, je vais mettre tout simplement modifier depuis Windows 11. Voilà, donc on est sur le client Windows 11, donc je modifie. Donc forcément, si je vais sur la machine Linux, que j'ouvre ce document, eh bien, on va voir que ce document, j'ai pas la même version. En fait, le fichier que j'ai copié, il était vide. Et là, je vais mettre modifier sur Linux. Voilà. Donc là, forcément, je me retrouve dans une situation où j'ai le même fichier sur deux clients différents, mais avec des contenus différents. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais remettre en play, eh bien, le partage document ici? Comment va être géré le conflit? C'est ce qu'on va voir. Donc, je vais faire reprise. Là, il voit qu'il y a une synchronisation qui est en cours, il me dit que c'est à jour. Donc là, voilà, comment il a géré ça? Eh bien, on va regarder. Tout simplement, ici, je me retrouve avec une deuxième version du fichier. Si j'ouvre cette deuxième version, elle me dit « Modifier depuis Windows 11 ». Et voilà, il m'a déjà mis « Modifier sur Linux » sur la version d'origine sans le nom modifié. Alors pourquoi? Bien, en fait, il a gardé comme version de production, j'ai envie de dire, la version qui a été modifiée en dernier, le plus récemment. Donc en fait, comme j'ai modifié d'abord la version Windows et après la version Linux, forcément, lui, il a gardé ici la version Linux. Par contre, il m'a quand même gardé la version Windows. On voit que la version Windows, elle est datée, donc il y a la date, il y a l'heure, et il y a un identifiant ici, ZARUP2Q. Et en fait, ça correspond du coup au fait d'avoir un conflit avec la version qui est sur ce client. Donc voilà, on a bien le début ici en fait, le nom de fichier reprend le début de l'ID de la machine avec laquelle il y a eu un conflit vis-à-vis de la machine source. Donc il y a une mécanique un peu à comprendre ici au niveau de la gestion des conflits, de la corbeille et tout ça avec SyncThing, mais voilà, en tout cas c'est bien géré. Alors au niveau des autres options qu'il est intéressant de connaître, vous avez notamment dans la partie gérer ici, alors ça se gère au niveau de chaque partage et au niveau de chaque client SyncThing, vous avez la possibilité de faire du versionning. Donc on a plusieurs systèmes de versionning, notamment juste avoir une corbeille. On a vraiment un suivi des versions, par exemple de façon indéfinie ou pendant un nombre de jours, avec un nombre de versions à conserver pour chaque fichier. On peut même spécifier un emplacement particulier si on veut stocker les versions à un endroit isolé peut-être, ou dans un autre répertoire, un autre volume. Et quand on va activer ça, mais en fait l'idée c'est qu'ici on aura un nouveau bouton version, ce qui va permettre d'avoir, alors là j'en ai pas parce que j'ai pas fait d'autres versions, mais ce qui permettrait ici d'avoir un historique des versions pour les différents fichiers qui auront été synchronisés, modifiés
via ce partage-là en l'occurrence. Donc ça, c'est quand même intéressant aussi pour gérer notamment les conflits dans le cas où vous auriez peut-être gardé la mauvaise version par rapport à deux fichiers qui auraient été synchronisés en même temps, comme on a pu le voir tout à l'heure. Il y a autre chose qui est intéressant également, c'est dans la partie paramètres configuration, ici, vous avez notamment une clé d'API, donc ça veut dire qu'il y a une API sur SyncFing, donc ça c'est quand même plutôt intéressant, ça ouvre la possibilité à des connexions avec d'autres applications. On a la partie connexion qui permet de limiter la consommation en termes de débit, et on a des options au niveau voilà, NAT, découverte globale, relayage possible, découverte locale, voilà. En fait, ça veut dire que quand on va aller sur un client comme le client Ubuntu qui est là, eh bien si on fait gérer, qu'on regarde dans les paramètres avancés, on voit que son adresse c'est dynamique. Ça veut dire qu'en fait ce client sera reconnu peu importe son adresse IP. Mais vous pourriez vous très bien fixer ça en dur, et donc dans ce cas-là vous pourriez mettre ici tcp : l'adresse IP ou le nom d'hôte de la machine qui est en face, donc la machine Ubuntu, le port, donc le port 22000 par défaut. On pourrait aussi choisir un autre port. Donc dans ce cas-là, ce ne serait pas dynamique, mais ce serait du statique. Et si vous passez sur un mode de fonctionnement en statique comme ça, vous n'avez pas d'intérêt à faire de la découverte comme ça sur le réseau. Et donc dans ce cas-là, dans les paramètres de votre client SyncFing, et bien dans les connexions, vous pouvez désactiver toutes ces options-là pour ne pas avoir la recherche dynamique d'informations. Et donc là, vous pouvez faire enregistrer. Vous avez aussi, comme on peut le voir, un historique sur les appareils qui ont été refusés, les partages qui ont été refusés. Donc ça fait référence au fait que quand on ajoute un nouvel appareil ou qu'on ajoute des droits sur un partage, on a la petite notification qui apparaît de l'autre côté sur l'autre client. Et bien si vous refusez, ça viendra se mettre directement là-dedans. Donc là, on fait enregistrer, et voilà, on a tuné un petit peu la configuration au niveau de la découverte. Donc il y a quand même beaucoup de fonctionnalités au niveau des SyncFing. Là, on a vu l'essentiel, j'ai envie de dire. Enfin, sachez que vous avez aussi des paquets pour des NAS, vous avez aussi la possibilité de l'installer avec Docker, donc ce qui ouvre d'autres portes, j'ai envie de dire. Par exemple, sur un NAS Synology, si dans le centre de paquets, vous ajoutez Syno Community comme source de paquet, eh bien, vous avez directement un paquet SyncFing qui est prêt à l'emploi, donc qui est actuellement en version 1.23. Alors, il y a quand même du retard via cette technique au niveau du suivi des versions, donc si vous souhaitez vraiment avoir la dernière version, passez plutôt sur Docker, là encore, pourquoi pas via Synology, et ça vous permet bien d'avoir une solution de synchronisation open source, aussi directement intégré à votre NAS, et pourquoi pas sauvegarder votre téléphone, vos PC via la synchronisation SyncFing directement sur votre NAS, mais attention quand même à faire des sauvegardes en complément, puisque la synchronisation, ça reste quand même différent de la sauvegarde au final. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, et si vous recherchez une solution plutôt dans l'esprit sauvegarde client-serveur, bien n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo sur Your Backup, qui est une solution open source qui peut répondre à ce besoin. Là, on était plus dans l'esprit de synchronisation de données, de partage de données, très facile entre plusieurs machines, notamment si vous avez du Windows et du Linux. Ça vous évite de monter un serveur Samba par exemple pour faire des partages sur Linux. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker, à partager la vidéo, et je vous dis à très vite. Ciao.